Eh bien, bonjour Nicolas. J'ai envie de dire bienvenue, mais finalement non, puisque c'est la deuxième fois que tu interviens sur le podcast La Conciergerie. Effectivement, tu étais intervenu au tout début des épisodes, c'était l'épisode 16. Tu parlais de sous-location professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose parce que tu ne fais pas que ça. Tu as une chaîne YouTube avec plus de 3000 abonnés à l'heure où on enregistre cet épisode. Et tu partages des astuces pour automatiser, pour optimiser son Airbnb. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du jour, l'automatisation. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre épisode, l'épisode 16, tu peux te présenter brièvement? Pas de souci. En tout cas, merci Vanessa. Encore merci de m'avoir réinvité dans ton podcast. Effectivement, depuis maintenant 2017, je fais de la location courte durée. Et entre 2017 et aujourd'hui, donc 2023, mon parcours a été diversifié autour de la location courte durée. Et notamment, en 2019, je me suis lancé dans la sous-location professionnelle. Et c'est pourquoi j'étais intervenu dans ton podcast au tout début de ton aventure sur les réseaux. Et c'était avec un grand plaisir que j'étais venu. Et puis là, c'est avec grand plaisir que je reviens. Et puis effectivement, comme je gère de la location courte durée depuis maintenant 2017, comme je viens de le dire, j'ai dû mettre plein de choses en place autour de l'automatisation pour me libérer un maximum de temps. Et puis vous verrez également, on en reparlera, je pense, durant ce podcast, c'est aussi comprendre que l'automatisation permet surtout d'améliorer le parcours de votre voyageur et ne vous fait pas exclusivement gagner du temps. Beaucoup de gens retiennent le fait qu'ils peuvent gagner du temps, ce qui est vrai, mais il faut avoir en tête que ça fait améliorer surtout le parcours de votre voyageur et c'est là-dessus qu'on va pouvoir insister. Et donc aussi, pour que vous compreniez pourquoi je me suis développé à fond dans l'automatisation, c'est que moi, j'ai toujours mon activité professionnelle à côté. Je suis CPE dans un collège. Je garde ce métier parce que je l'adore, tout simplement. Mon parcours, c'est que je suis éducateur spécialisé de base. Et la location courte durée, voilà, c'est devenu un plaisir, j'aime bien, etc. Mais j'aime bien mon activité professionnelle à côté. Et donc, j'ai aucune intention de le quitter. Et voilà, simplement qui je suis au quotidien. Ok, ben moi aussi j'en apprends de nouveau, malgré que tu sois passé sur le podcast déjà. Je ne savais pas que tu avais une activité de CPE à côté. Et ben c'est génial. Du coup, on va démarrer. Est-ce que tu as toujours automatisé? Est-ce que tu n'avais pas eu le choix en fait? Pourquoi tu as automatisé? Alors au début, j'ai automatisé le minimum syndical, hein. Donc déjà, oublions pas qu'en 2017, ça reste l'antiquité, hein. Pour la location courte durée, il n'y avait pas tous les systèmes qui existent aujourd'hui en 2023, même si 2017, ça reste récent. Donc j'avais automatisé le minimum. Donc à l'époque, on synchronisait avec des calendriers au format ICAL, hein. Donc juste pour que vous ayez en tête, en ICAL, ça veut dire que c'est pas en instantané. J'envoyais certains messages automatiquement. Et puis, je prévenais automatiquement les dames de ménage pour qu'elles puissent faire le ménage. Voilà ce que je mettais en place. Mais entre-temps, évidemment, j'ai automatisé d'autres choses, comme l'envoi du livret d'accueil, comme le fait de pouvoir vendre des upsells, donc des options, donc des arrivées anticipées, des départs tardifs. J'ai mis également en place l'envoi des factures automatisées, l'envoi des contrats automatisés. Enfin, donc, entre-temps, j'ai quand même beaucoup développé les choses parce que, évidemment aussi, qu'entre 2017 et aujourd'hui, les besoins des gens ont évolué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La location courte durée et surtout son automatisation, ça nous fait gagner certes beaucoup de temps, mais ça permet aussi d'améliorer le parcours du voyageur. Donc en fait, moi, je me suis dit à un moment donné, bon, d'une part, j'ai mon activité professionnelle à côté, mes locations courte durée sont à plus de 2 heures de chez moi maintenant, même si ce n'était pas le cas au début en 2017, parce qu'entre-temps, j'ai eu une mutation professionnelle, mais il fallait que enfin, je trouve du temps. Donc pour ça, j'ai automatisé. Et puis après, j'ai compris qu'effectivement, ça pouvait améliorer le parcours du voyageur. Et donc de ce fait-là, j'ai automatisé tout ce dont avaient besoin les voyageurs. Et je me suis surtout mis en adéquation avec le temps. C'est-à-dire maintenant, j'ai aussi des serrures connectées, des boîtes à clés connectées, alors qu'en 2017, c'était très obsolète ce côté-là. Donc voilà, tout ce que j'ai mis en place. Donc d'une part, par la force des choses, parce que j'avais mon activité professionnelle à côté, et aussi parce que si on veut rester dans le marché, il faut que la qualité de nos logements soit très, très, très bonne. Et pour ça, ça passe par un très bon parcours voyageur, c'est-à-dire des gens qui sont satisfaits par votre appartement, mais pas que, par l'ensemble de l'expérience qu'ils vont vivre. Et l'expérience c'est aussi par ben, tout ce que j'évoque, c'est-à-dire l'envoi des contrats, des factures, pouvoir entrer quand ils le souhaitent, avoir cette sensation de liberté lorsqu'ils rentrent dans le logement, etc., etc. Et c'est tout ça que j'ai automatisé pour avoir des meilleurs commentaires, plus de réservations que mes concurrents et donc avoir une meilleure rentabilité. Ok. Tu as fait sans automatisation aussi?
Au au tout début, départ? alors au tout début, mais ça n'a pas duré bien longtemps, ça a duré qu'un mois, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est vrai que donc moi j'ai commencé en septembre 2017. Tout le mois de septembre 2017, j'ai pas fait d'automatisation. Et donc, bon, j'avais qu'un seul logement à ce moment-là. Mais j'ai bien vu que c'était chronophage entre le fait de prévenir la dame de ménage qui a un ménage à faire, de synchroniser les calendriers, de répondre aux questions surtout des voyageurs, etc., etc. Au début, je faisais même une remise de clé physique. En tout cas, c'était madame de ménage qui le faisait. Donc voilà, on était vraiment sur quelque chose de très différent de ce que je fais aujourd'hui, mais ça n'a pas duré bien longtemps. J'ai vite arrêté ça parce que je me suis dit, en train de me créer un deuxième job, je deviens esclave de ma location courte durée alors que j'ai à peine de commencer l'activité et ça ne peut pas durer dans le temps. Donc c'est pour ça que dès le premier mois, je me suis mis à réfléchir et donc depuis 2017 à aujourd'hui, je réfléchis constamment à qu'est-ce que je peux automatiser, d'une part pour gagner du temps et d'autre part pour améliorer l'expérience de mon voyageur. Je vois. Est-ce que tu sais combien de temps par semaine tu peux économiser en temps ou t'as déjà fait le calcul? Bah, aujourd'hui, mes 20 appartements que j'ai en location courte durée, donc il y a pour rappel, il y a des apparts qui m'appartiennent et des apparts que j'ai en sous-location professionnelle, hein. Donc sur les 20, j'en ai 8 qui m'appartiennent et le reste, ce sont des sous-locations professionnelles pour être honnête dans ce que j'ai à vous dire. Donc c'est simple, je mets à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie de gestion par semaine pour ces 20 logements, dans le sens où en fait, moi j'ai ma petite routine tous les jours. Je me connecte sur mon calendrier, je regarde les taux de remplissage, je regarde les données comme le RevPAR et je regarde également mon chiffre d'affaires. Si je vois qu'il y a des actions à entreprendre, ben, je les évoque avec mes équipes, mais je ne suis jamais dans l'urgence. Après, il y a toujours des petits problèmes à gérer, je ne vais pas vous mentir, mais honnêtement, ouais, aujourd'hui, je mets à peu près 2 heures, 2 heures et demie par semaine à gérer mes 20 logements parce que bah, tout est automatisé, quoi. Et tout ça sans conciergerie, c'est ça? Et tout ça, effectivement, sans conciergerie. On va dire que j'ai créé ma propre conciergerie, j'ai créé mes propres équipes. Donc moi, j'ai des prestataires de ménage qui, donc je ne le cache pas, je suis dans trois villes, à Dole, à Dijon et à Bourg-en-Bresse. Donc j'ai des prestataires de ménage dans ces trois villes. J'ai une équipe, enfin une personne dans chaque ville qui s'occupe de la maintenance. J'ai délégué le linge auprès des listes, donc la blanchisserie professionnelle. J'ai automatisé les tarifications dynamiques. Après, j'ai automatisé tout le reste avec le logiciel Superhot. Donc non, en fait, j'ai créé, on va dire, ma propre conciergerie. Et voilà. Donc, ce que je dis souvent, c'est que j'ai créé mon entreprise, c'est un actif et je souhaite qu'elle travaille pour moi. Moi, je pilote cette entreprise et je ne veux pas mettre mes mains dans le cambouis. Par contre, ce n'est pas magique, hein, et ça m'a pris du temps de créer tout ça. Et au quotidien, je réfléchis toujours, dès qu'il y a un problème, à se dire, voilà, bah, déjà, comment solutionner le problème à court terme et comment je peux faire pour que ce problème ne revienne pas ou qui pourrait gérer ça dans mon organisation et dans mon équipe. Hmm. Et sur le podcast, la conciergerie, les auditeurs sont beaucoup des conciergeries. Et du coup, est-ce que c'est faisable par tout le monde, les automatisations, ou là, ça s'adresse uniquement aux particuliers qui veut louer ses biens? Non, justement, encore plus si on est une conciergerie, c'est encore plus important. Il faut s'imaginer que je pourrais être une conciergerie avec 20 biens en gestion, en fait, sauf que là, c'est mes propres biens ou des biens en sous-location. Et justement, le fait d'être en conciergerie et de pouvoir automatiser un maximum de tâches, ça vous dégage énormément de temps, bah, d'une part, pour vous occuper de vos propriétaires qui ont des questions, ce qui est normal, de prospecter pour continuer à vous développer, et aussi réfléchir à comment améliorer votre conciergerie en proposant plus de services, en étant plus rentable, etc., etc. Tout le temps que vous dégagez euh, à ne pas mettre les mains dans le cambouis, ce n'est pas du temps, ce que je dis souvent, être sous les cocotiers sur la plage sable blanc, c'est réfléchir à tout ce temps-là, qu'est-ce que je peux en faire? Et ce que je peux en faire, c'est optimiser ma société de conciergerie. Et ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez un problème dans votre conciergerie, au lieu de se dire, ben, mince, encore un problème, etc., c'est voilà, ok, on va gérer le problème maintenant, mais maintenant, dans mon équipe, la prochaine fois, qui pourra gérer ça pour que ça soit toujours moi qui pilote et que j'ai pas toujours, enfin, et que je n'ai pas surtout les mains dans le cambouis. Et comme ça, ce temps, je le garde pour bah, trouver des nouveaux clients, des prospects, réfléchir à quels sont les logements les plus rentables, quelles sont les optimisations à avoir, etc., etc. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et en fait, l'objectif, quand vous avez une conciergerie, c'est que votre entreprise devienne un actif. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, peut-être qu'il y a
des gens qui nous écoutent et qui souhaitent un jour revendre leur activité. Et s'ils veulent revendre leur activité, il faut que leur activité puisse être gérée sans vous, entre guillemets. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous partez 15 jours en vacances, il faut que la conciergerie puisse tourner et qu'il y ait un écosystème qui soit créé. Donc votre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est de créer un écosystème. Si sans vous, la conciergerie ne tourne pas, déjà vous ne pourriez pas revendre votre activité et ça veut dire que vous devenez esclave de votre activité de conciergerie et c'est compliqué à durer dans le temps. Ok, très clair. Et si on entrait dans les détails, qu'est-ce que tu as automatisé et ben, donne-nous des exemples. Bah, ce que j'ai automatisé, c'est tout le parcours voyageur. C'est-à-dire qu'entre le moment où le client réserve chez moi, c'est-à-dire il va sur Airbnb, Booking, site internet, il reçoit les messages qui confirment la réservation. Il va derrière recevoir également les codes d'accès le jour de l'accès au logement. Donc ça, moi, je me connecte notamment entre Superhot et Iglohome, donc des boîtes à clés ou des serrures connectées. Donc ça veut dire que le code, il est généré automatiquement. Il est valable que durant la durée du séjour. Et lorsque le client est parti, il ne peut plus réutiliser ce code. Il y a effectivement aussi dans ces messages automatiques un guide de bienvenue qui permet au client ou à la cliente de pouvoir préparer son séjour, d'avoir les informations dont il a besoin. Là, on est en train de tourner le podcast. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de réserver pour ce soir mon logement. Il ne faut pas qu'ils attendent que je sois disponible pour leur donner les infos. Il faut qu'ils aient les informations. Et peut-être que si c'est un businessman, il a aussi besoin d'une facture. Bah, la facture va être envoyée automatiquement. Pareil, lorsque le client va être dans le logement, je vais lui envoyer les codes Wi-Fi qui sont également présents dans le logement, mais je vais lui donner cette information supplémentaire aussi. Et je vais aussi permettre au client, lorsqu'il va partir, de mettre un commentaire. On se plaint toujours que les clients mettent des mauvaises notes sur Airbnb ou Booking, mais les gens, il faut les éduquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas que sur Airbnb, tout ce qui est en dessous de 5 sur 5, c'est considéré comme un séjour médiocre ou passable pour Airbnb. Bien leur expliquer que voilà, s'ils ont considéré leur séjour comme satisfaisant, il faut qu'ils nous mettent 5 sur 5. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais on sait que si on prend un 3 ou un 4 sur Airbnb, c'est considéré comme une mauvaise note, alors que peut-être que lui, le voyageur, voulait vous mettre un 15 ou un 16 sur 20, en fait. Mais lui, il ne sait pas que 4 sur 5, c'est pas ça, en fait, pour Airbnb. Donc, tout ça, c'est ce que je mets en place. Et ce que je mets aussi en place, c'est de la fidélisation, c'est-à-dire que lorsque les clients sont partis, quelques semaines après, et surtout un an plus tard, je leur renvoie un email en leur disant qu'en gros, on existe toujours et que s'ils veulent revenir chez nous, parce que peut-être qu'ils étaient venus pour des vacances, un séminaire ou pour un événement particulier, qu'on a un site internet et qu'ils peuvent tout simplement réserver. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai automatisé tout le parcours du voyageur qui, pour moi, part du début de la réservation jusqu'au départ de votre appartement. Donc, pour certains, le parcours voyageur est très long parce que si je réserve plus de 2 ou 3 mois avant mon séjour, ce parcours est assez important. Et j'ai aussi délégué beaucoup de choses comme la blanchisserie pour améliorer la qualité, le ménage, mais ça, souvent, c'est fait. J'ai aussi délégué la partie communication voyageur. Tout ça me permet, dans ces cas-là, d'avoir beaucoup de temps libre et surtout de penser à comment améliorer mon activité. Donc, moi, je réfléchis souvent, quel upsell je peux mettre en place. Moi, je vois que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de pouvoir arriver de manière anticipée, départ tardif, de mettre un lit parapluie, de faire un dépose-bagages. Tout ça, je le propose. Et donc, je réfléchis avec mes équipes comment le mettre en place, comment l'automatiser. Et les gens sont prêts à payer parce qu'en fait, ça correspond à leurs besoins. Et donc, voilà. Donc, c'est tout ça que j'ai automatisé et délégué. Et j'ai aussi, ce que tu parles souvent, standardisé, c'est-à-dire pour gagner un maximum de temps, par exemple, pour faire gagner du temps à mes équipes, notamment lorsque j'achète des consommables, etc. Par exemple, toutes mes cafetières, ce sont des Senseo. Comme ça, quand j'achète des capsules, c'est toujours les mêmes capsules que j'achète et je peux acheter en gros, donc je gagne de l'argent déjà. Et en plus, c'est facile à gérer. Pareil, tous mes lits sont de la même taille parce que quand on commence à mettre des draps, on ne commence pas à se battre avec des tailles de draps différentes. Donc, ça ne fait pas perdre du temps à mes équipes, etc., etc. C'est plein de petites choses comme ça qui fait qu'à la fin, les gens sont contents parce qu'en fait, ils se disent si on est satisfait lorsqu'on est venu sur un des logements à Nicolas, on peut revenir dans un des autres logements et en fait, il y aura la même standardisation, c'est-à-dire la même qualité, etc. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'arrive à avoir des clients satisfaits et avoir surtout beaucoup de temps libre grâce à toute cette organisation. Ok, donc si je récapitule, tu as automatisé le parcours voyageur, tu as délégué aux prestataires, donc le linge et le ménage. Et le dernier point, Les tarifications, j'ai délégué, enfin, je l'ai automatisé même avec PriceLab plus précisément. mhm. J'ai délégué donc la blanchisserie, j'ai délégué également la partie communication voyageur avec SAV Albert.
Donc voilà, donc ça, c'est toute la partie délégation et automatisation, et puis la partie aussi standardisation. Après, ce qui est Ok. aussi important à avoir en tête, c'est que tout ça repose sur une étude de marché. C'est pas au pifomètre, c'est pas moi tout seul qui me dis ben, de quoi ont besoin les voyageurs. C'est que moi, de façon constante, ben, déjà, quand j'ai commencé mon activité, j'ai fait une étude de marché et de façon constante, régulièrement, et d'ailleurs, j'en fais des vidéos sur ma chaîne, c'est que tous les mois, j'analyse mes chiffres. C'est-à-dire, OK, j'ai tel chiffre d'affaires, tel RevPAR, tel pourcentage de taux d'occupation. Ces données-là, comment elles se situent par rapport à celles de mon marché? C'est-à-dire, est-ce que j'ai sous-performé, surperformé, ou est-ce que je suis au même niveau du marché? Et comment je peux le faire évoluer? Par exemple, là, quand j'ai analysé mes derniers chiffres, bah, j'avais surperformé le marché, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai vu un point, c'est que moi, j'étais à 2,2 nuits en moyenne par séjour, alors qu'en moyenne, dans mon secteur, on est plus à 2,6, 2,7. Donc je me suis dit, comment je peux rallonger mes séjours? Parce que ce que ça va faire, c'est si je rallonge mes séjours, je vais avoir moins de charges en face, c'est-à-dire moins de rotation, moins de consommables, etc., etc. Donc, c'est aussi tout ça que je réfléchis. Donc, pour ça, bah, je me suis dit, bah, je vais peut-être mettre des petites promos à la semaine. Et c'est pas un matin, je me suis dit, tiens, je vais mettre des petites promos. C'est parce que j'ai analysé les chiffres que j'ai mis des actions en place. Et constamment, donc tous les mois, en fait, je fais cette analyse-là pour savoir comment je fais évoluer les choses. Ça me permet, moi, toujours d'être au plus proche de mon marché et de toujours répondre aux besoins des voyageurs tout en recherchant la qualité dans mes séjours, dans mes voyages, enfin, pour l'expérience voyageur et surtout bah, la rentabilité aussi. Et comment tu analyses ces chiffres? Comment tu trouves les chiffres des concurrents? Eh ben, tout simplement, moi, déjà avec Superhot, quand on va dans l'onglet Analytics, on a toutes les données. Donc, moi, je regarde trois données importantes, comme je dis. Donc, le prix moyen à la nuitée, qui s'appelle le RevPAR, en tout cas dans Superhot, le chiffre d'affaires et le taux d'occupation. Et après, en face, je vais soit sur RDNA, soit sur PriceLabs. Et alors, sur PriceLabs, je vais aller dans le Market Dashboard, qui nous permet d'avoir un maximum d'informations, ou dans RDNA, en plus avec la nouvelle interface, ben, on peut récupérer encore plus facilement les informations qu'avant, mais même auparavant, c'est ce que je faisais. Donc, j'avais le marché de Dijon, Dole et Bourg-en-Bresse, et donc je vais simplement vérifier le chiffre d'affaires ce que je dis toujours du 90 percentile. J'essaie toujours de me comparer au meilleur. Donc, pour ceux qui connaissent RDNA, on peut mettre des percentiles, hein, 25, 50, 75 ou 90. Et moi, je compare mes chiffres par rapport aux 90 percentiles, donc en gros aux 10% meilleurs. Alors, pour me comparer, je prends typiquement les mêmes logements que moi, c'est-à-dire moi, c'est des T2, T3, appartements qui sont situés dans tel ou tel secteur. Et donc, je me compare à ça et puis je me compare aux meilleurs. Donc, après, je vais analyser mes chiffres par rapport, mais comparer simplement mon chiffre d'affaires au chiffre d'affaires que me donne RDNA, mon taux d'occupation par rapport à ce que donne RDNA et mon prix moyen à la nuitée par rapport à ce que me donne RDNA. Une fois que j'ai toutes ces données, je sais déjà si j'ai été dans le marché, moins bon, meilleur. Et après, j'essaie de réfléchir à des actions à mettre en place pour m'améliorer. Et ça évite d'être dans des situations, comme je vois souvent sur Facebook ou sur tous d'autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal que j'ai pas assez de réservations ou est-ce que c'est normal que mon planning ou mon calendrier est déjà rempli? Mais en fait, on n'en sait rien parce qu'en fait, tu nous poses la question, on ne connaît pas ton secteur, on ne sait pas quel type de logement tu as. Euh, on ne sait pas tout ça, donc tous les gens qui vont répondre en fait à ce commentaire vont être à côté de la plaque, ils vont être au ressenti, à l'émotionnel, alors que la réalité, moi ce que je dis toujours, c'est que tout ce qui se mesure s'améliore, donc il faut pouvoir mesurer en permanence. Aujourd'hui, en 2023, on a des outils comme RDNA, PriceLab que j'ai cité, il y en a plein d'autres qui permettent d'avoir ces données-là. Avec les channel managers, on peut aussi avoir ses propres données, donc il faut comparer. Autant en 2017, je vais être honnête, j'étais un peu plus au pifomètre parce que RDNA n'existait pas. PriceLab, c'était à tous ses débuts, donc c'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Superhot, il y avait à peine Bet24, etc. Donc c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Et si à un moment donné, on veut résister au marché, résister à la concurrence et se professionnaliser, il faut nécessairement passer par ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Avant de mettre tout ça en place, ça t'a pris combien de temps en fait? Parce que j'imagine qu'il y a eu des couacs des fois. Est-ce que tu as une estimation de combien de temps ça t'a pris? Alors déjà, moi, je suis en amélioration continue de 2017 à aujourd'hui. Après, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un, je- quand je l'accompagne, en, en 30 jours, il met tout en place. C'est-à-dire que tout ce que j'évoque, c'est dans mes accompagnements, c'est divisé en plusieurs modules. Et en 30 jours, les personnes ont tout mis en place. Euh, Parce que bah, là, on parle de l'automatisation, etc. Mais comme je dis, le plus long, c'est la partie la plus ingrate, mais la partie invisible de l'iceberg, mais qui est sans doute la plus importante. C'est la partie étude de marché et réglementation.
dans votre secteur. Ça, on prend beaucoup de temps là-dessus parce qu'une fois que ce travail-là est bien fait, derrière, tout coule de sens. Si vous commencez à vouloir créer des annonces, optimiser des annonces, etc., sans comprendre quelle est la clientèle cible qui va venir chez vous, qu'est-ce que recherchent vos voyageurs, etc., c'est une perte de temps. Donc en tout cas, aujourd'hui, quelqu'un que j'accompagnerai, ou même moi, voilà, il faut à peu près 30 jours pour à la fois le mettre en place et comprendre ce qui est mis en place, parce que l'objectif, c'est qu'après, les gens soient autonomes. Mais moi, je suis dans une évolution continue. C'est-à-dire, moi, j'ai appris tout ça de 2017 à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, j'apprends encore beaucoup de choses parce que bah, la location courte durée évolue à une vitesse folle, quoi. C'est vrai, ouais. Et du coup, tu disais que tu mettais 2 heures, 2h30 de gestion par semaine. Mais tu fais quoi, du coup, concrètement, pendant ces 2 heures, 2h30? Ben, concrètement, moi, le matin, parce que moi, je suis plutôt matinal, je me connecte sur Superhot, je regarde ben, les réservations qu'il y a eu dans la journée, enfin, qui vont avoir lieu dans la journée. Je regarde ben, mon taux d'occupation, mon prix moyen à la nuitée, et mon chiffre d'affaires. Là, je regarde juste comme ça à la volée, à la journée. Et ce que je fais surtout, c'est que si je vois que j'ai beaucoup de logements qui ne sont pas réservés, ben, je vais regarder dans PriceLab si mon prix est bien paramétré. Donc, je peux régler mon prix à ce moment-là. Et donc, ça va me prendre, on va dire, 10 minutes. Et après, le reste de ce temps-là, ce jour-là, je vais gérer les petits problèmes, hein, c'est-à-dire mes équipes qui m'ont fait remonter dans Superhot. Donc, dans Superhot, j'utilise Superhot, mais ça pourrait être autre chose, mais j'utilise les fiches incidents où, bah voilà, lorsqu'il y a des problématiques dans les logements, une plainte qui s'est décollée, il manque des piles dans telle télécommande, il y a une ampoule qui ne fonctionne pas, etc. Bah voilà, je règle ces petits problèmes avec mes équipes en disant à mon technicien, est-ce que ça, tu as bien vu? Aujourd'hui, tu passes? Ouais, ok, ça c'est bon. Tu me checkes bien ça. Et puis voilà, donc en gros, il y a 10 minutes où je regarde juste les chiffres, il y a 10 ou 15 minutes où je gère les petits problèmes. Et puis voilà, sachant que s'il y a des gros problèmes, ben, en fait, mes prestataires savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire notamment quand on doit faire intervenir Aircover ou prendre une caution, eux, ils savent qu'ils doivent prendre les photos, les vidéos, m'indiquer avec détail ce qui se passe. Ils remplissent une autre fiche incident que j'ai dans Superhot. Moi, je suis interpellé par une notification. Et après, par contre, ça, c'est moi qui le prends en charge. C'est-à-dire que je vais sur mon compte Airbnb et je fais les demandes Aircover. Moi-même, je sais ce qu'il faut faire pour avoir plus de chances d'être couvert. Hmm. Puis comme ça, moi, je laisse mes équipes sur le terrain gérer ce qu'ils ont à gérer, c'est-à-dire remettre en état le logement pour que le logement soit prêt pour le soir même. Et une fois par mois, c'est là où ça me prend le plus de temps, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est d'analyser en détail les chiffres et de se dire, voilà, quelle action je peux mettre en place, ou peut-être qu'il n'y a pas d'action à mettre en place, mais qu'est-ce que je peux mettre en place une fois que j'ai analysé les chiffres. Mais grossièrement, ouais, ça me fait 2 heures, 2 heures et demie par semaine quand je fais ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses en tête qui peuvent nous faire gagner en temps, mais sans automatiser? Bah, comme je disais tout à l'heure, la standardisation, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que en fait, je m'inspire toujours de ce que font les meilleurs hôteliers. C'est-à-dire que quand vous allez dans un Ibis Rouge, un Ibis Style ou n'importe quel Ibis, par exemple, pour prendre que cet exemple-là, vous savez typiquement quelle va être la literie, comment vont fonctionner les chambres, etc. Parce qu'ils ont standardisé l'activité. Ils ont standardisé l'activité pour deux raisons. La première, donner une image de marque, et deuxièmement, pour gagner du temps pour les prestataires de ménage, etc. Vous, pour gagner du temps, il faut partir là-dedans. La standardisation, ce n'est pas un gros mot et c'est extrêmement important. Tous les gros groupes font ça, mais dans n'importe quel secteur. Quand vous allez chez McDonald's, vous allez dans n'importe quel McDo en France, si vous commandez tel, vous y allez parce que vous savez que si vous commandez tel hamburger, vous l'aurez. Vous aimez ou vous aimez pas McDo, ça va être tranchant. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire à un segment de personnes. En voulant plaire à tout le monde, vous allez plaire à personne. Donc, il faut standardiser votre activité et réfléchir à ce que j'appelle la PUV, c'est-à-dire la preuve unique de vente. Pourquoi on viendrait chez vous plutôt que quelqu'un d'autre? Moi, par exemple, tous mes logements sont classés 3 étoiles, sont situés en centre-ville, dans des appartements, dans des agglomérations en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est ma PUV. C'est ma preuve unique de vente. Ben, vous, c'est à ça aussi qu'il faut réfléchir. Pourquoi on viendrait chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Comment vous vous distinguez des gens? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour vous distinguer? Distinguer, ça ne veut pas spécialement dire faire des trucs de dingue, mais voilà, quel est votre fil rouge de vos logements qui permet que les gens, lorsqu'ils viennent une fois chez vous, ils sont contents et se disent, ben, je reviendrai chez vous une deuxième fois, une troisième fois, parce que ben, on pense que tous vos logements seront à peu près du même standing. Donc ça, c'est une manière aussi
de gagner du temps et de l'argent. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important à réfléchir, mais ça, c'est la base de toute activité commerciale. Ok, très clair. J'avais cru comprendre aussi que, par exemple, mettre des affiches dans les logements, c'était quelque chose que tu faisais. Effectivement, en fait, le parcours voyageur passe aussi en se disant que voilà, l'entrée se fait en toute autonomie dans le logement. Les gens, c'est la première fois qu'ils voient votre logement, donc il faut les aider, les aiguiller. Donc effectivement, à l'intérieur, il y a beaucoup d'affichages, mais qui sont situés au bon endroit. Bon, on parlait du code Wi-Fi, mais ça, beaucoup de gens le font déjà. Mais par exemple, je pense à la plaque de cuisson, par exemple. La plaque de cuisson, il suffit juste qu'on fait une mauvaise manip, elle se met en sécurité enfant, et le client se dit, la plaque fonctionne plus. Bah, moi, tout simplement, à côté de ma plaque de cuisson, il a indiqué comment déverrouiller la plaque de cuisson si sans faire exprès, vous la mettez en sécurité enfant. Pareil, je mets tout simplement à côté de la machine à laver ou du sèche, enfin, ouais, du sèche-linge, etc. Pareil, une notice très simplifiée au format A4 pour que les gens puissent regarder quel programme mettre, etc. Ça évite déjà qu'ils touchent à tous les boutons, qu'ils bidouillent à tout et ça améliore les choses. Ça évite aussi qu'ils vous appellent, qu'ils vous interpellent, comment ça fonctionne, etc. Alors après, pour certains, ça va faire beaucoup, mais il faut toujours se dire que vous allez avoir des voyageurs qui n'ont pas besoin de vous, qui sont très autonomes, ils ont besoin de rien, ça va très bien. Et d'autres, ben voilà, ils ont besoin de se sentir accompagnés d'une manière ou d'une autre, et ces affichages en font partie. Ça peut être aussi, ben moi par exemple, dans mes logements, il y a tous les numéros d'urgence, SOS médecins, les pompiers, le SAMU, etc. Ça paraît évident pour beaucoup, mais par exemple, un étranger, voilà, peuvent ne pas savoir quoi faire en cas de problème. Donc, tout ça améliore aussi le parcours du voyageur et puis ça coûte pas cher parce qu'une fois que ça a été fait pour un logement, ben, il vous suffit de faire juste des photocopies, de vous les plastifier, de faire quelque chose de propre et de le mettre dans les autres logements. Et puis, comme beaucoup de gens aussi, je mets un guide d'accueil pour que les gens puissent savoir quelles sont les meilleures sorties, comment utiliser les vélos de la ville, les meilleurs restaurants, etc. D'ailleurs, en dehors d'optimiser le parcours voyageur, pour les conciergeries, même pour des loueurs en location professionnelle, pardon, en sous-location professionnelle, c'est un gain de temps. Parce qu'il faut choisir si on veut répondre à toute heure au message des voyageurs parce qu'il ne sait pas faire marcher la plaque de cuisson, ou si au contraire on optimise dès le départ, ça nous prend plus de temps dès le départ, mais on ne sera pas embêté pendant des mois, voire des années. Donc effectivement, c'est un choix qu'il faut faire. Certains De toute vont jamais façon, mettre ces affiches, mais effectivement, toutes les astuces, tout ce que je mets en place et tout ce que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est réplicable et utilisable, notamment dans les conciergeries, et encore plus dans les conciergeries, parce que vous êtes amené à avoir beaucoup de logements. Donc, tous ces minutes de gagner dans chaque logement en ayant mis en place tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est tout du temps que vous gagnez dans la gestion quotidienne. Parce qu'effectivement, si vous ne mettez pas ça en place, avec 20 logements, imaginons que vous auriez en gestion, là, vous allez passer 6 heures par jour à gérer, c'est sûr, parce que vous serez interpellé tous les 5 minutes. Le voyageur va envoyer un message dans Airbnb Booking. Le propriétaire va vous dire mais pourquoi vous ne répondez pas ou pourquoi il n'a pas l'information, etc., etc. Donc, tout ça, cette perte de temps que vous pouvez avoir au début à tout mettre en place, c'est un gain de temps énorme qui est démultiplié de façon exponentielle derrière. hmm, c'est ça. D'ailleurs, tu nous parles de toutes ces automatisations dans ton programme de formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc oui, effectivement, moi j'ai un programme de formation, donc un programme d'accompagnement plus précisément, où en fait qui est composé en 9 modules, qui permet de retracer ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois parler de la réglementation, de la fiscalité, faire une étude de marché, apprendre à optimiser ses annonces sur Airbnb, Booking, automatiser l'ensemble de sa location courte durée, automatiser les tarifs, déléguer, savoir déléguer, parce que déléguer le ménage ou déléguer la blanchisserie, c'est bien, mais savoir déléguer, c'est mieux. C'est-à-dire, par exemple, là, je vous prends un exemple tout simple dans la délégation. Pour le ménage, c'est de dire, moi par exemple, j'utilise dans Superhot une checklist ménage, c'est-à-dire de dire à Madame de ménage concrètement quels sont les 10 points indispensables à checker lorsque vous faites le ménage. Je mets également les photos à disposition de la manière dont je veux que le logement soit fait. Enfin, bref, tout ça, c'est les petits détails qui permettent, c'est ça, apprendre à déléguer. Parce que faire le ménage, quand on dit faire le ménage, tout le monde a une définition différente. Donc ça, c'était un exemple dans la partie délégation, mais ça peut être aussi sur d'autres points à déléguer. Après, la partie standardisée, aussi comment sécuriser le séjour du voyageur. Donc, on parlait du guide d'accueil, savoir répondre aussi au voyageur lorsqu'il est mécontent, etc., etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on évoque effectivement dans mon accompagnement que j'ai appelé
MBA, donc maîtriser son business Airbnb. Et j'insiste sur le fait que c'est un accompagnement dans le sens où il y a toutes ces parties-là que j'ai évoquées dans les modules qui sont au format vidéo, mais ce qui est surtout important derrière, c'est que nous, il y a un coaching de groupe tous les 15 jours. Quand je dis nous, c'est mes membres et moi. Il n'y a que moi qui fait les coachings, hein. Il n'y a pas de personne intermédiaire. Donc, tous les 15 jours, il y a un coaching de groupe pour faire de l'analyse de marché avec les personnes, pour répondre aux questions en détail, etc. Et les gens, ils ont aussi accès à mon WhatsApp perso. Donc, tous les jours, je réponds tout simplement aux sollicitations de mes élèves parce que évidemment la partie vidéo va permettre évidemment de dégrossir un maximum de choses, d'évoquer enfin, pas les généralités, mais en tout cas ce dont tout le monde a besoin de savoir pour faire correctement les choses. Et puis après, en fonction, si vous êtes une conciergerie avec 3 biens ou 20 biens, si vous êtes en sous-location, si vous êtes propriétaire d'un bien, etc., et ben, dans les coachings de groupe et dans le fait d'avoir mon accès à mon WhatsApp perso, ben, là, je réponds évidemment de façon très personnalisée en fonction des besoins de chacun. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous mettez en place tout ce qui est dans l'accompagnement, en 30 jours, vous avez les premiers fruits de votre travail en termes de rentabilité et de temps gagné. Alors, je le dis souvent, hein, moi, je ne suis pas un vendeur de rêve, je ne vais pas vous dire qu'en 48 heures, tout sera solutionné. Et je ne veux pas vous dire non plus que c'est une méthode miracle, il y a toujours un passage à l'action à faire. On a évoqué depuis tout à l'heure qu'il faut mettre tout ça en place en amont. Et il y a des choses un peu plus ingrates comme l'étude de marché, etc. Mais c'est indispensable pour derrière réussir et faire partie des meilleurs loueurs de votre ville. Et quand je dis loueurs, voilà, ça peut être aussi les meilleures conciergeries de votre ville. Parce qu'évidemment, si vous apportez du chiffre d'affaires à vos propriétaires, ils sont contents, ils restent avec vous, vous commencez à avoir une bonne renommée dans la ville, d'autres personnes viennent vous voir, etc. Donc tout est lié et c'est donc important de voir tout ça. Donc tout ça, c'est autour de 9 modules et puis d'un accompagnement personnalisé, comme j'ai évoqué. Ouais, et je rajouterais que j'ai pu voir de l'intérieur ton accompagnement et je trouve que c'est très bien expliqué pas à pas. Il y a pas mal de petites choses intéressantes comme apprendre à déléguer pour les conciergeries, c'est important. Comment gérer des mauvais commentaires aussi, ça c'est aussi important. Apprendre à gérer les tarifs, à définir des frais de ménage. Tout ça, ça reste important que ce soit pour un loueur en courte durée, mais aussi pour une conciergerie. Parce qu'avant d'être une conciergerie, on est un loueur en courte durée. Donc, il faut pouvoir mettre en place tout ça pour optimiser ses annonces et du coup les annonces des propriétaires. Donc, effectivement. Effectivement, moi j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. Volontairement, pour passer d'un module à l'autre, il faut avoir validé le module. Ça évite de sauter les étapes en disant mais ça je maîtrise et en fait non, en fait tu ne maîtrises pas. Donc c'est étape par étape. Et ce qui est effectivement important, c'est par exemple, effectivement, tu venais d'en parler, sur comment on va savoir quel frais de ménage on va mettre, par exemple. Et ben ça, je vous explique le calcul qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quoi ça sert. Parce que tout ça a un sens et ça va permettre, lorsque vous avez vos propriétaires qui vont dire, mais je ne comprends pas pourquoi vous mettez 35 euros de frais de ménage, ben voilà, je vous explique le calcul, il a été fait comme ça, comme ça, comme ça, et ça amène un sens au propriétaire. Et c'est pas fait au pifomètre, pareil, c'est réfléchi. Et une fois que tout est réfléchi, tout a un sens, ben même vos propriétaires vont comprendre ce que vous faites et ce sera plus facile aussi à gérer pour vous au quotidien, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez deux types de clients, vos voyageurs et vos propriétaires. Et donc, deux fois plus de tâches chronophages, on va dire. Donc, si vous pouvez gagner beaucoup de temps et en plus pouvoir expliciter tout ce que vous mettez en place grâce à des chiffres, des données et des choses qui ont du sens, ben, vous allez gagner énormément. Ok, bah c'est très clair. Je mettrai le lien de ton accompagnement dans les notes de l'épisode. Un mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui se mesure s'améliore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la location courte durée. Enfin, si on est dans la location courte durée, il faut se professionnaliser. Qu'on ait un bien, 10 biens, 30 biens, même avec un seul bien, il faut mesurer tout ce qu'on fait. Et c'est une fois qu'on a mesuré tout ce qu'on met en place qu'on va pouvoir mettre des actions en place. Je vois trop souvent aujourd'hui des gens, parce qu'ils n'ont pas de réservation, commencent à toucher à leur annonce, leur titre, leur photo, etc. Alors que le problème, il est peut-être même pas de là, il vient d'ailleurs. Mais ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils n'ont pas mesuré ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Donc, mesurez tout ce que vous faites aujourd'hui en 2023. Il y a tous les logiciels qu'il vous faut pour mesurer les choses. Et une fois que vous avez mesuré correctement les choses, vous allez savoir quelle action mettre en place en termes d'automatisation, de délégation, de standardisation pour améliorer le parcours de votre voyageur, avoir des meilleures notes, derrière avoir plus de réservations que vos concurrents et derrière avoir une meilleure rentabilité. Et une fois que vous mettez tout ça en place,
ben, toutes les planètes sont alignées pour que vous puissiez réussir si vous êtes en conciergerie, en sous-location ou propriétaire de votre propre appartement. Merci beaucoup, Nicolas. Et À ben, bientôt. merci encore à toi, Vanessa, pour cette invitation et puis à très bientôt.